Je vous remercie d'être là ce soir si nombreux. Merci aussi à la pandémie et à sa jauge qui nous a permis de faire le plein. Je vais vous parler des tramways, du rail, des chemins de fer, des tramways départementaux, des tramways urbains et du funiculaire à Pau. Mais comme je ne voudrais pas vous ennuyer et être trop long, parce qu'on n'a pas prévu de nous offrir le repas du soir et le petit déjeuner, je vais passer très rapidement sur les aspects purement techniques. Si ça vous intéresse, je vous conseille la lecture de ce bouquin qui est en liberté dans la salle de lecture des archives. Commençons par le rail en Berne. Le chemin de fer, d'abord. Au XIXe siècle, les routes en mauvais état, les chemins, elles sont livrées à la marche à pied des hommes et des animaux. Seulement, l'attraction animale est très limitée parce que le poids transporté est minime, la vitesse, n'en parlons pas, ce qui ne permet pas de transporter fort loin des denrées périssables. Et puis les dénivelés, les pauvres bêtes, ne peuvent pas. Alors, ces voies étant dans lesquelles on va s'enliser quand il a plu et se couvrir de poussière le reste du temps, ça rend les voyages aléatoires et dangereux, surtout que souvent les ponts à péage sont emportés par des crues. Donc les débuts du chemin de fer, ça va être quelque chose de très important. Pour certains, le chemin de fer, il commence en 1823 de Saint-Étienne au port d'Ambérieu-sur-Loire avec des wagons transportant du charbon tiré par des chevaux. Pour d'autres, c'est 1826, toujours de Saint-Étienne à Lyon pour du charbon. Alors, c'est assez folklorique, pour les côtes. Au sommet de la côte, il y a une machine à vapeur fixe, je dis bien une machine à vapeur, pas une locomotive, fixe, qui par des câbles va tirer les wagons jusqu'en haut. Pour le plat, soit on a une locomotive, c'est-à-dire une machine à vapeur mobile, ou bien des chevaux. Et pour les descentes, on laisse glisser. C'est la gravité qui fait le boulot. Le chemin de fer en Berne, il est plus tardif. Il faut attendre 1852 avec les frères Pereire qui vont créer la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral de la Garonne, qu'on va appeler plus simplement la compagnie du Midi ou le Midi. L'intérêt de voir passer un train sur son territoire va entraîner des luttes incroyables, des lobbyings sans merci entre régions et municipalités. Voilà les premières lignes qui ont été créées en Berne. En 63, Dax, Pau, avec une gare en bois à Billère, on en reparlera. En 83 novembre, Pau-Oloron, puis en juin, Pau-Buzy-la-Reims. En septembre, Buzy-Oloron. En octobre 1915, Oloron-Bedouce. Et en juillet 1928, Bedouce-Espagne. On en reparlera pour expliquer pourquoi ça a tellement tardé. Et en 85, Bayonne, Orthez, Artix. Je vais passer assez rapidement sur l'établissement et l'exploitation de lignes. C'est là que je vais éviter tous les problèmes techniques que vous pourrez, si ça vous intéresse, consulter dans le bouquin dont je vous ai parlé, qui est en consultation libre dans la salle des archives. Il faut une déclaration d'utilité publique. Après quoi, on va choisir le tracé. Et en tenant compte des impératifs militaires, de l'activité économique des régions traversées et d'un tracé en adéquation avec le réseau routier. Parce que si on fait les gares loin des villages, elles ne servent à rien. Donc il faut qu'elles soient près d'un accès, d'une route, d'un chemin départemental qui est accessible à l'ensemble des populations de l'arrondissement. Donc, on l'a dit, des luttes acharnées. Il faut déterminer les plans, l'emplacement des ouvrages d'art, des tunnels, les tranchées, les ponts, déterminer la position des gares, des haltes et des passages à niveau qui seront gardés. Donc des enquêtes administratives interminables et avec un projet définitif, on va relever les terrains à acquérir à l'amiable ou, si ce n'est pas possible, par expropriation. Les travaux seront adjugés et on établira une plateforme, des superstructures, des stations de voyageurs et des haltes, des dépôts pour le charbon, l'eau et le sable.
il y aura des trains de voyageurs et des trains de marchandises, tirés par des locomotives qui d'abord seront nommées, avec des noms du coin, Henri IV, Marguerite de Navarre, Orthez, Pau, etc. Puis elles seront numérotées. Je passe sur le détail des divers wagons, ce serait un peu long mais peut-être pas passionnant. Et puis, il va falloir entretenir et surveiller les voies. Et nous allons voir maintenant les projets qui vont être réalisés. D'abord, un projet Pau-Tarbes. Alors, il y a le choix. Soit au nord de Pau, par le plateau de Gers, Tarbes, soit encore au nord, par Pontac, Aussin et Tarbes. Ou bien un trajet sud, Pau, Naï, Lourdes, Tarbes. Alors bien entendu, encore des luttes, la commission municipale veut la version nord, mais le conseil général qui va décider est, lui, pour la version sud. Donc, finalement, en 61, le ministre décide de suivre la vallée du Gave, c'est-à-dire le sud. Seulement, on aura commencé à faire des travaux au nord, croyant que ça serait fait, et on a jeté de l'argent par la fenêtre. Il va se poser le gros problème, où placer la gare de Pau. Alors, soit dans la plaine de Bizanos, soit entre la rue Montpensier et la rue des Champs, la rue Palasso. Dans le cadre du projet Nord, on veut mettre la gare au bout de la rue Carnot, à proximité du croisement du boulevard d'Alsace et de l'avenue du Faux, mais ce projet sera abandonné parce que ça couperait la ville d'une extension vers le nord qui était prévue pour faire des quartiers de demeures bourgeoises. Ça, c'est sacré, pas touche. Dans le cadre du projet Sud, soit proche de la place de la Monnaie, soit sous la route impériale au-dessus du niveau du Gave, soit à proximité du pont, mais ça le priverait d'une arche, ce pont du 14 juillet. Il y aura donc un choix à réaliser entre Bière, ce que veut la municipalité, et Bizanos, ce que veut la Compagnie du Midi. Résultat, ça sera la Compagnie du Midi et la gare sera au sud et un premier train de travaux entre dans la gare provisoire de Bière à 2 km de Pau. Donc la gare, elle sera construite à Bizanos. On va faire d'abord une gare en planche au Bois-Louis. Résultat, des Palois se plaignent parce que ce n'est pas esthétique. Et en 1867, la gare est à son emplacement définitif. Gare que visitera Napoléon III en 1868. Quelles sont les conséquences de la venue de chemin de fer? Alors je vais donner l'exemple de Pau, mais c'est valable pour toutes les gares. Voici une photo de la sortie de la gare avant 1903. Donc déjà, vous voyez que le boulevard des Pyrénées a été construit. Il a été fini en 1899-1900, qu'il y a déjà des hangars qui se sont faits, alors qu'avant, il n'y avait personne. Le pont, vous avez là, le pont actuel, il a été terminé en 1864. Mais, quand vous sortez, il n'y a rien. À gauche, il n'y a pas de route. À droite, il n'y a pas de route. Ici, il n'y a pas de route. Comment peut-on monter? Par un sentier qui atteint le haut, qui n'est pas encore le boulevard des Pyrénées. Il n'y a rien. Et c'est lacé d'une dénivellation d'une trentaine de mètres. Quand vous sortez de la gare chargé de bagages, pour les dames venant vendre leurs marchandises au marché, c'est plutôt compliqué. Alors, il va falloir trouver un moyen de monter plus facilement. On va créer les chemins, et puis tout à l'heure, vous allez avoir une surprise. Donc la gare va devenir un pôle commercial. Auberge, hangar, une station d'omnibus à chevaux, plus tard une station de tramway électrique. Comme il y a une possibilité d'embranchement particulier de chemin de fer, on va installer des usines et il y aura des nouveaux quartiers. Et la surprise dont je vous parlais, c'est le funiculaire. Mais c'est bien beau le chemin de fer. Ça va créer des emplois différents. Mais ça va en supprimer pas mal. Ça va supprimer toutes les professions qui sont liées à la traction animale. Les charrons, les maréchaux ferrants, les selliers, les bourreliers, les conducteurs de diligence,
les employés des relais de poste. Ça, c'est l'aspect, on dira, négatif. Pour beaucoup, c'est le chômage ou une difficile reconversion. Mais positivement, ça va désenclaver les campagnes. La ville, dans le temps, elle est beaucoup plus proche. Si elle est plus proche, on peut mieux commercialiser les produits. Donc, les agriculteurs peuvent produire plus, puisqu'ils ont la possibilité de vendre plus. L'accès plus facile à ce qu'on a appelé la civilisation. Ça va accélérer les échanges. On va modifier les mœurs, parce que en fréquentant les gens de la ville, on va avoir besoin d'utiliser leur langue, le français, alors qu'on parle le béarnais. Ne parlez pas de patois, le béarnais n'est pas un patois, c'est une langue. Il a sa grammaire, etc. On va changer les manières de se vêtir. Donc on va, en quelque sorte, imiter les citadins. Et l'automobile allait donner un coup de fouet encore plus important, supplémentaire à ces avantages, ces changements dans la civilisation. Nous allons voir, à travers des photos de gares, les lignes de chemin de fer du Midi. D'abord, l'embranchement de Pau aux Forges d'Abel, Pau-Oloron. Vous avez la gare de Pau, elle a changé, mais il faut regarder de près, ne serait-ce que l'éclairage, puis ici aussi. Ensuite, vous allez avoir une halte à la Croix-du-Prince, j'ai pas de photo. Vous avez la gare de Gand, là vous n'avez pas encore de train. Vous remarquez au passage, mais on le reverra tout à l'heure quand il y aura plus de monde, à l'époque, tous les gens sont couverts. Les hommes ont un chapeau, une casquette ou un béret. Et les femmes ont un chapeau. Une femme en cheveux, comme on disait, c'est pas une femme de très bonne vie. On la soupçonne de pratiquer un métier. Puis vous avez une halte ici, à Haut-de-Gand, une gare. Vous voyez que l'aiguillage, il se fait à la main, il n'est pas encore électrique, voire électronique. Vous avez une gare à Buzy, je ne la voilà. Là, vous avez un train. Et vous remarquez que vous avez deux trains. C'est-à-dire que dans certaines gares, vous avez ce qu'on appelle des voies d'évitement. C'est-à-dire qu'il faut que les trains puissent se croiser. Donc, il faut calculer. Celui qui arrive le premier, les horaires sont calculés. Il attend que l'autre passe, s'arrête, reparte. Donc, on s'arrange. Sur des lignes à voie unique, comme ça, il y a eu des accidents. Je n'ai pas connaissance d'accidents sur cette ligne-là. Mais par exemple, l'autorail entre Toulouse et Albi, il y a eu des accidents avec beaucoup de morts. Donc, qui se sont trompés, qui ont envoyé un train alors que l'autre arrivait en face, ils avaient oublié. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas de possibilité. Donc fatalement, les deux autorails allaient se rentrer dedans et il allait y avoir des morts. La gare d'Augeux, avec un train, là, vous avez aussi une voie d'évitement sur laquelle il n'y a pas de train. Et la grande gare, la gare d'Oloron-Sainte-Marie, là vous voyez, ce n'est pas un seul bâtiment, parce que vous avez tout un tas de possibilités, des stocks, halte à bagages, etc., etc. Et là vous avez deux magnifiques gendarmes avec leur bel uniforme. Voyons la ligne Oloron-Forges d'Abel. Nous en reparlerons plus tard quand il s'agira de traverser les Pyrénées pour se rendre à Canfranc. La gare d'Oloron, vous l'avez là, une halte à Gurmançon, une gare à l'Urbe-Saint-Christo. Vous voyez là, vous n'avez pas de train de voyageurs, mais des trains de marchandises. Vous avez toujours la voie d'évitement. La gare de Sarrance, je crois qu'elle existe toujours, elle n'a pas beaucoup changé. Je vous laisse admirer. Je peux vous dire l'heure, il est 9h20 quand la photo a été prise. La gare de Bedouce, elle non plus n'a pas beaucoup changé, encore que je me demande si ce bâtiment existe encore, je ne crois pas. Mais à vérifier. Je suis allé voir sur place, mais à un moment j'ai oublié. Le pont de l'Esquin avec une petite halte, ici, le passage à niveau. Et enfin, la gare d'Urdos, dont nous reparlerons. Vous voyez, le lieu est complètement désert pour l'instant. Vous allez voir que ça va se construire peu à peu. C'est vraiment une vallée extrêmement étroite, la vallée d'Aspe, et déserte. Et puis vous avez un sous-embranchement de Buzy à la Reims,
On dit la Reims-Aubonne, parce que quand on va à la Reims, c'est peut-être aussi pour aller faire du ski à Aubonne. Donc on appelle ça la Reims-Aubonne. Donc on va passer à Buzy, on va passer, ça c'est toujours mes Forges Label, on reviendra. Vous avez la gare d'Arudy. Et là vous voyez tout le monde à la tête couverte. Vous avez la gare d'Izeste. Là, ces dames ont la tête couverte. Il y en a une qui n'a pas la tête couverte. Elle est à part. Peut-être qu'elle n'est pas assez bien pour que ces dames se mêlent à elle. Donc, elle est à part. La gare d'Arudy. Je vous signale qu'à l'époque, le vélo, c'est quasiment un objet de riche. C'est très cher. Et il va falloir attendre, après le premier Tour de France, que les gens commencent à s'en préoccuper. Et alors, comme ça devient à proximité, dans les moyens du peuple, les bourgeois et les riches qui jusqu'alors l'utilisaient laissent tomber, ils passent à l'automobile. Je me suis trompé. La gare d'Izeste, nous disions donc, la gare de Biel, et la gare de la Reims. Sous cet angle, elle n'a pas la taille qu'elle a normalement. C'est une très grande gare, parce que c'est la fin. Donc à la fin, il y a tout un tas de bâtiments, d'entretien, de stockage de marchandises. Elle est très importante. Vous voyez, il y a un peu de neige. Elle est naturelle, celle-là, c'est pas comme aux Jeux Olympiques. L'embranchement de Pillot à Moléron. Mais je ne vais vous montrer que ce qui concerne le Béarn, c'est pas que j'ai quelque chose contre les Basques, mais c'est le rail en Béarn. Voilà la gare de Puyot, très peuplée. Il y a cette dame qui vend des friandises, des bonbons par exemple, des sucettes. La choupa, ça n'existe pas encore. Et ça me fait penser à une expérience quand j'étais adolescent, que je prenais le train. Arrivé en gare de Lourdes, je vous cite les paroles exactes. Lourdes, 1/4 d'heure d'arrêt, buffet gastronomique. Je ne vois pas très bien un voyageur descendre pour aller au buffet gastronomique avec 1/4 d'heure d'arrêt. Et puis il enchaînait, le monsieur avec sa petite carriole, vin blanc, vin doux, vin d'étable. À mon avis, c'était du vin de table. Ça, c'était pour l'anecdote. Vous voyez que cette gare, elle est assez peuplée. Il y a un marchand de journaux, ici, et la dame qui s'approche des voyageurs qui restent dans le train pour leur vendre ses friandises. La gare de Salis de Béarn, fort importante aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Salis, c'est une ville thermale, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de passagers, beaucoup de marchandises. Haute-Vielle, elle est relativement importante, mais c'est un peu plus désertique. Sauveterre de Béarn, elle aussi est importante, elle a un étage, donc le chef de gare est logé. Ici, vous avez des bâtiments d'entretien et de déchargement des marchandises. La gare de Rive-Haute, même chose, avec la voie de dégagement, de croisement. Là aussi, il y a pas mal de monde. Et nous allons passer au Pau-Canfranc. Si vous êtes intéressé spécialement par le Pau-Canfranc, moi je vais vous en parler de manière relativement superficielle. Je vous conseille le livre de Régine Péau-Gerbet, Le Transpyrénéen en Vallée d'Aspe, c'est une merveille. Je vous en parle de manière succincte, mais on pourrait faire une conférence uniquement sur ça, sans que vous ennuyiez une seconde. Donc le Transpyrénéen Pau-Canfranc, il va nous passer en Espagne, alors que, depuis toujours, les liaisons Pau, Béarn, Aragon par le Somport existent. C'est vieux comme Hérode. Puis, on a eu besoin du chemin de fer pour augmenter le nombre de passagers et surtout les marchandises. Cette liaison transpyrénéenne, elle a plusieurs raisons, cette ligne. Des raisons stratégiques, des raisons économiques, parce que Paris-Saragosse, pour Madrid, pour Saragosse, c'est plus rapide par le train que par la route, soit
en voiture, tardivement, soit à cheval. Les échanges vont être donc facilités. Il y a aussi des raisons politiques dans lesquelles nous ne rentrerons pas parce que l'ambiance n'a pas toujours été très câline entre la France et l'Espagne à cette époque. Les travaux vont débuter en 1909, mais il va falloir 10 ans pour qu'ils soient achevés. Alors pourquoi tant de retard? Eh bien parce qu'il y a des oppositions financières, douanières, la crise d'échange, on dénonce des traités commerciaux, on se chicane, on se bagarre. Puis des raisons politiques. Il y a une guerre entre l'Espagne et Cuba, donc on ne se préoccupe pas tellement de la traversée des Pyrénées. Et la France, elle est préoccupée par ses colonies d'Afrique. Donc la ligne transpyrénéenne, si loin de Paris, on laisse tomber. Il y a eu des luttes d'influence aussi. Et puis la France, elle veut 3 passages, les Espagnols, ils en veulent un seul. Il faut s'entendre. C'est pas facile. Donc, on a plusieurs étapes de la construction. On a d'abord, en 1882, Pau-Oloron, 35 km. En 14, Oloron-Bedouce. Et en 1928, Bedouce-Canfranc. Vous voyez le temps. Mais pourquoi tant de temps? Regardez ce pont. Le pont d'Escaut, il ne s'est pas construit dans la semaine. Ce sont des travaux gigantesques. Les ponts, les voies, bien entendu, les routes, les tunnels, ça prend un temps fou. Voilà pourquoi 10 ans. Voilà l'entrée du tunnel d'Esquite. Vous voyez le travail. Vous avez 15 tunnels après Urdos, dont un hélicoïdal, c'est-à-dire en forme d'hélice. C'est-à-dire que l'entrée et la sortie sont l'une au-dessus de l'autre. Mais il fait des spires pour gagner avec facilité un dénivelé trop important pour la puissance des machines à l'époque. Donc on fait ça de manière hélicoïdale, en forme d'hélice. Vous avez 12 ponts et viaducs. 2 viaducs en métal de 60 mètres de long. Et pour atteindre Canfranc, il y a 600 mètres de dénivelé. Les locomotives de l'époque ne sont pas très puissantes. Et puis on va avoir le problème, encore un pont de pierre, encore un problème, il faut, dans une région totalement désertique, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le désert, il faut construire, créer une cité. Donc vous avez là les logements pour le personnel, en bois, construits par l'entreprise. Vous avez des bureaux, que voici. Alors les bureaux, c'est plus sérieux. On fait ça en dur. Personnel, ma foi. Il y a une école, une gendarmerie, des magasins, des ateliers. Ah, ce sont les ateliers de réparation. Là aussi, c'est sérieux, on les fait en dur. Vous voyez ici, au fond, l'entrée du tunnel. Des dépôts. Et il faut construire une route. Parce qu'il faut amener tout ça. La voilà, la route. C'est-à-dire qu'on détruit la montagne. Il y a eu des morts. Donc, on atteint les forges d'abeilles, on l'a vu, construit en dur, construit en bois. Un service de voiture fonctionne avec Oloron, en été avec des chevaux, des bœufs, des automobiles, des camions, en hiver avec des traîneaux qui sont tirés par des mulets. Et l'approvisionnement énergétique, il est fourni par cette centrale, à Urdos, une génératrice, qui prend son eau dans un barrage que voici, que voilà, sur le Gave, d'Angus. Donc l'eau fournie par ce barrage va permettre de faire fonctionner l'usine électrique que voici. Le tunnel. Ce tunnel, il fait 7822 mètres
Donc 4012 en France. Il est à voie unique, vous le voyez. 6 mètres de haut, 4,25 mètres de large. Les équipes vont travailler 24 heures sur 24 par 8 heures, les 3-8. L'avancée des travaux se fait avec une méthode qu'on appelle galerie de base, c'est-à-dire 2 galeries superposées, en bas, en haut, avec un plancher plafond qui sera effondré quand ce sera terminé. Donc, ça va plus vite. Parce qu'au lieu d'avoir une seule équipe qui travaille sur la totalité, vous avez 2 équipes qui travaillent par moitié. Donc, on va plus vite. Cela va être terminé et réceptionné en septembre 1915 et inauguré, ça c'est la fiesta, en espagnol la fiesta con lampiones, la grosse fête avec tous les enfants du village qui viennent se faire prendre en photo, faire les beaux. C'est pas totalement achevé, vous voyez encore des choses, mais c'est une inauguration. Et avec les autorités, bien sûr, le roi Alphonse XIII, il y a Louis Barthou, il y a Primo de Rivera. Il y a eu énormément de photos, vous voyez que celle-ci c'est le numéro 138, je ne les ai pas en totalité. Quelles sont les conséquences? D'abord, la prospérité temporaire des villages de la vallée pendant la construction. Bedouce, Urdos, les Forges-la-Belle. D'abord, il y a les salaires des ouvriers, les bistrots, les auberges, les logements loués. Donc, les commerçants du village, et d'autres qui viendront s'y ajouter parce qu'ils ne sont pas assez nombreux au départ, vont faire de bonnes affaires. Et les Espagnols sont des fêtards. Peut-être pas plus que les Français, mais bon. Et les soirs de paix, ça peut être un peu orgiaque. Bien entendu, l'alcool aidant, il y a des bagarres. Régine Peu-Gerbet nous dit dans son bouquin qu'il y a des morts, et que ces morts sont dissimulés dans les déblais. On découvrira plus tard. Le monde ouvrier n'est pas toujours très câlin, et l'alcool aidant, ça peut faire des dégâts. Quelles vont être les conséquences? Il va y avoir des installations définitives. Dans la région, vous avez beaucoup d'Espagnols, enfin d'origine espagnole, de nom espagnol, qui ne viennent pas tous de l'exode du haut-franquisme. Les premiers, ce sont des ouvriers qui se sont installés sur place, parce qu'ils ont trouvé du travail au-delà de la ligne Pau-Canfranc, ou bien parce qu'ils ont trouvé une âme sœur et se sont installés. C'est de la vie et de l'animation pour la vallée, on l'a vu. Grâce au train, il peut y avoir un ramassage scolaire. On peut amener les gamins de tous les villages jusqu'à Oloron, Bedouce, mais Oloron. Donc les travailleurs peuvent se rendre d'Oloron à Pau, alors qu'avant ils étaient obligés de travailler dans la région parce que c'est pas à cheval, ou bien ils étaient obligés de se loger à Pau, ça coûtait cher. Mais dès le début de l'étude de la ligne, on savait qu'il y aurait des problèmes de rentabilité. D'abord parce que le trafic est assez lent, il y a un gros dénivelé, les machines ne sont pas très puissantes. Les convois sont trop courts en raison des petites courbes, comme on dit en vocabulaire SNCF, les longs trains ne peuvent pas s'inscrire dans les courbes. Donc on est obligé d'avoir des petits convois. Et le trafic donc sera limité et plus proche de nous, surtout pour le maïs. En plus, les passagers, il y en aura de moins en moins, grâce aux voitures individuelles et aux autobus qui finiront par concurrencer la ligne. La SNCF, la compagnie Midi, la SNCF pense le supprimer, puis elle en sera dispensée parce qu'en 1970, il y a un pilote, un chauffeur, un conducteur de train qui s'arrête, pour je ne sais quoi, voire une signalisation, je ne me souviens pas. Il oublie de serrer un peu trop le frein, le train s'en va en arrière, emporte le pont de l'Estanguet, superbe, la SNCF ne rouvrira pas la ligne. Elle a été rouverte récemment, pas pour Canfranc, mais disons pour Bedouce. Et puis, un pont s'étant en partie affaissé,
alors que ça faisait des années qu'on prévenait qu'il allait s'affaisser. On ne peut plus aller à Bedouce, le train s'arrête à l'heure actuelle à Oloron. J'ai fini pour le chemin de fer et on va attaquer les tramways départementaux. Ce sont des tramways à vapeur. Un monsieur me demandait quelle est la différence entre le train et le tramway à vapeur. Mais le train, il est national. Il peut aller partout. Il a un grand nombre de wagons. Alors que le tramway départemental, comme son nom l'indique, il est départemental. Et il est, lui aussi privé, la compagnie du Midi était privée, mais d'une extrêmement moins grande importance. Alors, pourquoi un tramway départemental? Des tramways départementaux. Parce que les campagnes sont mal desservies, ou pas desservies du tout, par des voitures de poste ou des omnibus. Alors l'État veut, après avoir relié les chefs-lieux par le train, relier les campagnes par une sorte de train aussi. Le besoin s'en fait sentir pour les gens, pour les produits agricoles et les industries, qui elles aussi, comme en gare de Pau, pourront avoir des embranchements particuliers, les reliant à la gare du tramway départemental qu'on appelle le POM, Pau, Oloron, Moléon. Et on va assister aux mêmes luttes que pour le passage du train. Les maires, les conseillers généraux vont se battre bec et ongle pour faire venir dans leur canton ou leur commune le tramway à vapeur. Et la carrière politique des élus en dépend. Tu n'as pas fait passer le tramway par chez moi, aux prochaines élections, un autre. Il y a aussi la différence avec le train, c'est qu'il s'agit de voies métriques, c'est-à-dire 1 mètre entre les rails. Le train, c'est un 20, un 13, ça dépend si en Espagne ou en France. Donc on va penser à Pau-Limbeil, Pau-Pontac, Pau-Monin et Oloron-Monin. Le décret d'utilité publique nécessaire est promulgué le 4 avril 1888 et les lignes seront ouvertes aux passagers et aux marchandises. Les projets définitifs datent de 1899 et on va mettre en exploitation, avec là encore, comme pour le train, de grandes difficultés, pour les courbes, les dénivellations, les oppositions, les contre-projets, les problèmes d'expropriation. Les gens, quand le train doit passer sur leur terrain, ils essaient d'en tirer le maximum. Alors on parlemente, on négocie, ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, au bout d'un temps, ils sont expropriés et la compagnie leur donne ce que le jugement a décidé de leur donner. Et puis bien entendu, des lenteurs administratives. Vous savez que le temps administratif, il s'apparente un peu au temps géologique, un peu long, avec les intérêts locaux. Qu'est-ce qu'on va ouvrir comme ligne? Pau-Pontac, Oloron-Sauveterre, Pau-Monin, Pau-Limbeil-Garlin, Oloron-Moléon et Pau-Aire-sur-Adour. En 1914, entre 14 et 18, il va y avoir un ralentissement à cause des réquisitions, manque de personnel. On va essayer de rappeler les vieux. Rationnement du charbon. Il est prioritaire pour faire du gaz, parce qu'à l'époque, le charbon, il sert à faire du gaz, à se chauffer. Et la mobilisation du personnel. On va voir la gare de Pau. Là aussi, il faut une gare. Elle est là. Ici derrière, vous avez l'école actuelle Henri IV. Là, vous avez la Miséricorde. Donc cette gare, elle a été détruite autant que les toilettes publiques. Là, c'est pas comme aujourd'hui, on n'a pas à monter l'étage dans les halles. Le bâtiment principal, jusqu'en 1920, c'est celui-là. Sur ce qu'on appelait la place des écoles, place de la République à l'heure actuelle. Puis, à partir de 1920, on a installé un bureau à l'extrémité de la halle, qu'on appelait la halle des écoles, l'école Henri IV. La halle qui avait la place Clémenceau, c'était la halle neuve qui succédait à la halle de la place Reine-Marguerite. Ligne desservie, à partir de là, vers l'aviation, le champ d'aviation actuel, où, à partir de 1909, Wright, Blériot, puis à partir de 1911, l'école militaire avaient leurs aérodromes. La rue Carnot,
le boulevard d'Alsace, la route de Bordeaux, c'est le trajet pour aller à l'aviation. Pau, vers les Anglais. Au stade des Anglais, au bout, près de à l'embranchement de la rue Castelnau et de la rue de l'Enfant Jésus, vous avez encore la gare telle qu'elle était à l'époque, intacte. C'est une gare de marchandises. Et puis vers la bifurcation, on appelle la bifurcation le croisement entre la route qui va à Morlas et la route qui va à Saumur. Et il va y avoir une immense construction sur l'emplacement actuel des parkings nord et est d'Auchan. Je vous montrerai une photo tout à l'heure. Donc, voilà les constructions. La première gare que je vais vous montrer, gare, si on peut dire, c'est une halte, c'est la station de la ligne de Monin au Bois-Louis. Donc vous avez Luce ici et le train. Et puis, il y aura une station un peu plus sérieuse dans une extrémité de la gare du Midi, la gare actuelle, si vous voulez, où on va vous vendre les billets. La gare des Anglais, telle dont je vous ai parlé tout à l'heure, gare de marchandises, et puis cette femme dont je n'ai pas de photo, est la gare de la bifurcation. Vous voyez, c'est énorme. Pour l'anecdote, c'est Jackie Decaune qui m'a expliqué ça, qui a fait un magnifique livre sur Gabard, qui sera inégalé. Une partie de cette construction, lors de la destruction, a été récupérée par la scierie Bourde de Gand, a servi d'abri, et maintenant une partie est à l'entrée du village de Gand, sur une petite place. C'est magnifique parce que le métal est en forme Art Nouveau. Donc ici, c'est un dépôt d'entretien, un atelier de très grande dimension. Et le bâtiment voyageur est intégré au bâtiment de direction. Les autres gares, je ne vais pas vous les montrer toutes, mais les différentes. Soumoulou, par exemple, vous avez des stations. Vous avez un étage, ici. Voie d'évitement, bien entendu. Un quai de chargement, ici. Vous chargez les wagons. Pourquoi un quai? Parce qu'on se met à la hauteur des portes des wagons, on n'a pas à trop soulever. Un édicule de WC en retrait, en général. Celui-là, il est bien caché. Je vous en montrerai par ailleurs. Et la voie d'évitement, on l'a vu. Vous avez des haltes. Arbus. Avec ici le château d'eau, parce qu'il faut bien du charbon pour faire marcher la machine. Mais pour faire la vapeur, il faut de l'eau. Donc, on charge en charbon et en eau. Vous voyez, le tramway départemental, la locomotive, sa face est plate. Ce n'est pas les locomotives comme on les connaît, comme on a vu tout à l'heure, avec une sorte de cylindre à l'avant. Là, c'est plat. Donc, la halte, c'est un petit bâtiment, vous le voyez. Ça ne fait pas partie du tout de la gare. C'est un petit bâtiment de 2 pièces, avec une voie d'évitement, le quai de déchargement. Vous avez des arrêts avec un poteau indicateur. Vous avez des terminus plus importants, comme l'Embeil. Tout ça, ça fait partie de la gare, avec, on l'a vu, le château d'eau, le quai de chargement, les voies d'évitement, etc. Mais c'est nettement plus grand, parce que c'est un terminus. Voilà pour l'Embeil. Et vous avez des cas particuliers. Garlem. Parce que Garlem, c'est un terminus provisoire, parce qu'il va y avoir un embranchement. Donc vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, ce doivent être des traverses de chemin de fer prises dans la forêt du coin, le château d'eau. Gare importante, Oloron, qui pendant longtemps a été un terminus provisoire avant que soit ouverte la ligne Verbedouce et Canfranc. Très importante. Alors vous avez là ce qu'on appelle soit
je reviens tout à l'heure, des voitures de place, soit des voitures de remise, c'est-à-dire des voitures, j'expliquerai les termes tout à l'heure, qui permettent aux voyageurs soit de venir à la gare, soit d'en repartir. Pour ce qui est des tramways départementaux, il n'y a pas de passage à niveau gardé. On passe à niveau, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de signalisation. Il y a au moins 3 trains réguliers quotidiens par ligne dans chaque sens. Ce genre de train a au maximum 8 voitures. Sur les routes et les chemins, il ne peut pas dépasser les 25 km/h, 35 sur site propre. Parce qu'il peut passer sur la route départementale, mais il a aussi parfois ce qu'on appelle un site propre, c'est-à-dire une voie qui lui est réservée en marge, parallèlement à la route départementale. Quand il traverse les agglomérations, maximum 6 km/h. C'est important, parce qu'on va voir tout à l'heure que le tramway, il a le droit d'aller plus vite. Donc si on ne fait pas attention, les passages à niveau n'étant pas gardés, on se méfie quand on traverse. Les lignes, on va voir maintenant les lignes du pôle Oloron-Mauléon. D'abord, Oloron-Sauveterre, Oloron, vous l'avez vu, Moumour, Orin, la gare de Géronce, avec ses voies d'évitement. Elle est petite. Je ne vois pas de possibilité de ravitaillement en eau. Il y a toujours un quai de chargement pour les marchandises. Vous avez Geuss. Là, on voit mieux l'avant carré du train. Là aussi, c'est une toute petite gare. Il n'y a pas d'étage. Il faut dire que Geuss, c'est un petit village. Préchac. Gurs. Il n'y a pas encore le camp de sinistre mémoire. Elle est un peu plus grande. Il y a un étage où loge le personnel, le chef de gare. Voie d'évitement, encore. Préchac, je ne l'ai pas. Navarinx, qui est aussi importante, avec un étage. Et alors là, des voies, vous en avez. Vous avez les voies d'évitement, les voies de chargement et de déchargement du fret. Et après, vous avez d'autres petites stations, dont je n'ai pas de photos. Et puis, tout le Pays Basque jusqu'à Sauveterre. La ligne Oloron-Mauléon, là encore, je n'irai pas au Pays Basque. Voilà Féas. Aramitz, avec 2 trains qui se croisent. 2 tramways, je dis trains, ce sont des tramways. Et puis, vers le Pays Basque. Voilà la gare de Morlas, Saint-Laurent-Bretagne. Là, je ne suis pas du côté des voies, je suis du côté du village. Les photographes avaient de ces idées. Il avait dû être fasciné par les bœufs, voire le vélo. La gare de Sévigné-Actez. Toujours ces 3 voies, évitement, chargement sur le quai. Garlin, beaucoup plus important, Garlin. Gare à étage. Possibilité de se ravitailler à eau avec le château d'eau. Ousse. Je crois que la gare existe toujours. Il y en a qui ont été achetés, d'autres qui servent de réserve à outils pour la voirie. Espoey. Là, c'est un peu tassé, les bâtiments, le château d'eau. Pontac. Là, le château d'eau, il est un peu à l'écart. Toujours gare à étage. Artigolouve. Une vue très 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 rare. Abos. Là, ça a changé. Il y a des bâtiments qui ont disparu. Avec tout le monde est tourné vers le photographe, c'est une aventure de se faire photographier.
Puis c'était bon pour l'éditeur parce qu'il était quasiment sûr de vendre des cartes à tous les gens qui étaient présents sur la photo, plus les familles. Et souvent, vous aviez des courriers, la gare où je descends, à samedi, j'espère. Jusqu'en 1903, on était obligé d'écrire son courrier ici. Le dos, avec 3 lignes, était réservé à l'adresse. C'est qu'après 1903 que le dos était divisé en deux, avec un côté pour l'adresse, un côté pour le courrier, et on ne pouvait plus écrire sur le recto. Et Monin, notre terminus de cette ligne, avec l'église derrière. Magnifique. Ils ont refait le haut, ça vaut la visite, l'intérieur. Bon, Paul Embeil, Simacourbe, le fief de Serge Chantre, celui qui vous fait cette belle exposition sur l'école dans l'entrée des archives. Alors vous voyez la machine, les wagons pour le fret et le wagon voyageur. Il pouvait y avoir une première et une seconde classe. L'Embeil, qu'on a vu par ailleurs, gare importante. Là, le wagon de marchandises, il est en queue, il n'est pas juste derrière la motrice. Il y a beaucoup de commerces de bois dans la région. Souvent, dans les wagons, il y a des traverses, il y a des troncs, il y a du bois. Bon, et à cause de la concurrence, automobile, autobus, donc moyen de transport individuel et collectif, ce moyen de transport est peu à peu délaissé. Alors, le déficit ne cesse de s'accroître et les lignes vont fermer. Leur fermeture va s'échelonner du 31 décembre 1930 au 31 décembre 1931. Les locomotives sont vendues en 1933, les soirées en 1934 et le réseau est déclassé en 1949. Il est déclassé en 1949, il avait cessé d'exister depuis les années 30. Et nous allons passer au tramway urbain. Alors, tramway départemental, le département, tramway urbain, la ville de Pau. Jusqu'alors, les déplacements en ville se font, comme on dit, à pied, à cheval, en voiture, mais en voiture hippomobile à l'époque. Parce que la voiture automobile, c'est beaucoup trop cher. Donc ces voitures hippomobiles, elles sont privées au public. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la bicyclette, c'est trop cher pour le peuple. Les voitures publiques. Il y a deux types de voitures publiques. J'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous expliquer de quoi il s'agissait. Il y a des voitures de place, comme leur nom l'indique. On les trouve sur les places. Je vous en montre une. Vous avez la statue du Gérald Bourbaki, qui a été fondue par les Allemands. Ici, vous avez le palais de justice. C'est sur cette place. Et puis les voitures de remise, comme leur nom l'indique aussi, elles sont dans des remises particulières. Et pour les prendre, il faut se rendre à cette remise chez le propriétaire de l'attelage et des chevaux. Et n'ont pas le droit d'attendre le client en ville. Seules les voitures de place, en un nombre limité par place, ont le droit. Bien entendu, ils payent une redevance qui va évoluer au cours des âges. Au début, il y a quelques voitures, puis on va arriver à une cinquantaine de voitures beaucoup plus tard. Si vous voulez des détails, toujours ce bouquin que vous pouvez consulter à côté. Je résume. Le tarif est soit à la course, soit à l'heure. C'est assez cher, on verra tout à l'heure. Quels sont les différents types de voitures? Je ne vais pas vous expliquer la différence, je vous les cite simplement, des berlines, des calèches, des coupés, des landaux. En 1883, vous avez 50 voitures à la disposition des Palmands. Et à partir de 1871, il y a des dizaines de pétitions pour que soit organisé un service d'omnibus à chevaux. Marque du modernisme. Il y aura tout un tas de propositions, je passe. Il y en a une qui est acceptée, au bout d'un an il fait faillite, on n'en parle pas, mais ils sont sur rail
et ils sont tirés par des chevaux. On n'a qu'une photo que vous pouvez trouver dans un des bouquins d'Alain Lalanne sur une villa particulière. On va retenir un projet, celui du colonel Sansery, qui est signé en 1894. Alors, Yves Large, il prévoit 10 lignes, en sachant très bien qu'on ne l'acceptera pas, c'est qu'il voit large pour qu'on lui donne moins. Et en voyant large, il est sûr qu'on lui donnera moins. Alors que s'il demandait moins, il craindrait qu'il y en ait encore moins que moins. Donc, il y a en 97 2 voitures sur une ligne Halle-Allée de Morlas, puis 4 sur une ligne Halle-Croix-du-Prince, puis 9 sur 2 lignes Halle-Route de Bordeaux et Halle-Gare du Midi. Vous voyez qu'on part tout le temps de la Halle. Et donc, ça fait que 4 lignes sur les 10 qui ont été prévues. Et c'est très intéressant parce que c'est bien moins cher que les voitures de place. Encore des métiers qui vont disparaître. Alors qu'un trajet coûte 20 centimes en première, 10 en seconde, une place sur une voiture hippomobile, ça coûte au minimum 1 franc 25. Imaginez, de 10 centimes à 1 franc 25. Le choix est vite fait. Les voitures de place, elles sont condamnées. Les voitures de remise sont condamnées. Je ne vais pas vous énumérer toutes les lignes qui fonctionnent, mais bien entendu, les Palois sont pas râleurs. Ils doivent se forcer, à mon avis. Le public se plaint. Un cheval, c'est pas comme dans certaines îles grecques où on leur met une sorte de panier sous la queue pour qu'ils ne fassent pas leurs besoins sur la route. Donc ça sent mauvais. On se plaint. Des nuances olfactives. Ça fait du bruit, un cheval, ça hennit. On se plaint. Des nuisances sonores. Et puis pire, on se rend compte que les chevaux sont maltraités. Ils sont mal nourris. On leur donne des coups de fouet. Ils sont trop faibles. Et le propriétaire explique ça, le colonel Sansery, par le fait que à Pau, il fait très chaud et les pentes sont excessives. Et en plus, il y a des épidémies. Donc, pour arriver à faire tirer sur ces lignes, les wagons sur ces lignes, les tramways sur ces lignes, il faut trop de chevaux et ça coûte trop cher. Il faut en laisser se reposer ou guérir, donc il faut en avoir de remplacement. Donc les dépenses sont excessives et il y arrive de suspendre des lignes pour un temps, tant que les chevaux se remettent. En plus, en 98, il manque de matériel roulant. Bon, les recettes étant inférieures aux dépenses, la Société béarnaise des tramways urbains propose de substituer à ces lignes hippomobiles 3 lignes de tramway électriques en 99. Et en 1900, les tramways urbains hippomobiles sont supprimés, liquidés judiciairement, en 1900. Et nous voilà au tramway électrique. En voilà un. Alors, en Merpicon, c'est un apéritif. C'est pas la marque. Je vous le dis parce que des gens ne savaient pas, ils se sont trompés. Là, vous avez le pont de Nemours qui va du château à ce qu'on appelle la basse plante, avant le port du château qui est au-delà. Il est prévu de n'exploiter que 3 lignes rentables. Ça a été étudié. Alors là, vous allez sourire. La première, c'est de la route de Tarbes, à partir du boulevard vers Guillemin, jusqu'à la Croix du Prince. 3740 mètres 50. Et vous ne devineriez jamais, sur ces 3 km 7, combien il y a d'arrêts. 35. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait un arrêt, en gros, tous les 100 mètres. Il ouvre en 1900. Vous avez un des aspects de la ligne. Vous avez la Croix du Prince, très importante. Ça a changé. Vous avez l'arrêt. Comme les prix sont faibles, il y a toujours une forte demande, beaucoup de monde, qui attend le tramway. La ligne Nouvelle Halle, que voici, la halle de la place Clémenceau, avec son horloge, il est 4h moins 20. 1955 mètres 55, 19 stations, une station tous les 100 mètres.
passe par les rues Montpensier et Serviez. Elle est ouverte aussi en octobre 1900. La troisième ligne, Nouvelle Halle, gare du Midi. La gare du Midi, c'est la gare actuelle. On l'appelait du Midi parce que c'était à l'époque la compagnie du Midi. La SNCF, ça date après. Vous avez ici l'ancienne préfecture qui va brûler en 1908. Petite anecdote, quand tout jeune, il y a longtemps, j'allais aux archives et il y avait un personnel assez bizarre. Je demandais un truc, un document de 1910, 15, 20. On me dit non, ça a brûlé aux archives. Ouais, ils ont brûlé en 1908. Il doit y avoir une grosse flemme pour pas aller me les chercher. Et là, vous avez un magasin de vêtements, très connu. Si je ne vous dis pas la marque, c'est parce que je ne veux pas faire de publicité, c'est parce que je l'ai oublié. Donc, Nouvelle Halle, gare du Midi, par les rues Nouvelle Halle, c'est-à-dire la rue de la Préfecture, Gambetta, Léon Daran, avenue de Barège et Léon C. Là, ici, là, vous avez Saint-Cric. C'est la rue Porteneuve, qui s'appelle un peu plus loin la rue Préfecture. Toujours à Merpicon, la publicité, ça rapporte. Je vous mets le plan du réseau. Oui, il est important. Là, vers la bifurcation, on traverse la ville, vous avez le musée, vous avez la poste, les halles. Ici, on va vers l'aviation, l'hippodrome. Vous savez qu'à l'hippodrome, à cette époque-là, c'était le bout du monde. Il n'y avait rien. Quand même, dans les années 50, on allait à l'hippodrome, bon, il ne fallait pas la boussole, parce qu'il y avait la route. Mais c'était le bout du monde. Quand on y allait, on avait l'impression de partir à l'aventure. Ici, rue d'Étigny, vous descendez vers la Croix-du-Prince. Le tramway électrique fonctionne de 8 à 18 heures. 60 voyages quotidiens dans chaque sens pour chaque ligne. Et alors que le tramway départemental avait vu sa vitesse limitée à 6 km/h, le tramway électrique, il avait droit à 18 km/h au maximum. Les machines et les wagons étaient garés ici, pas dans le même bâtiment, qu'on appelait l'usine des tramways, mais qui n'a jamais été une usine. C'était un garage, un lieu d'entretien. Dernièrement, il y a un enfant qui est venu, il voulait visiter une usine. Il était très déçu, il a fallu le consoler, parce que ce n'est pas une usine. Donc, les wagons sont garés à l'usine tramway où ils sont entretenus. Il y avait entre 1 800 000 voyageurs la première année, plus de 3 millions en 1918. L'énergie motrice, elle est fournie par l'usine des tramways du Bois-Louis jusqu'en 1905. C'est la cheminée que vous avez là, à proximité du parking. Au départ, ça fabriquait de l'électricité. Mais comme elle était trop chère, on a pris la Société électrique des Pyrénées, qui avait une usine électrique au Bois-Louis, au carrefour de Lousse, là je vais en choquer quelques-uns, et de ce qu'on appelle le canal Eid. Le canal Eid, ce n'est pas un canal. Lousse se sépare, vous pouvez regarder ça sur des plans de l'époque, se sépare en deux, au niveau du pont de la gare, avec un lit nord, celui qu'on appelle le canal, qui n'est pas du tout un canal, et le lit sud. Voilà. C'est un arrangement avec la famille Haidt. Je ne rentre pas dans les détails, c'est très politique. Voilà pour mon tramway urbain électrique. Quel est l'intérêt de ce type de transport? D'abord, c'est la possibilité pour les ouvriers et les employés qui travaillent en ville de se loger ailleurs que dans le centre, à meilleur marché. À l'époque, vélo, c'est encore trop cher. Avant la guerre de 14, c'est encore trop cher. Tout le monde ne peut pas se l'offrir, donc il faut voyager ou à pied, ça se fait se lever tôt. Là, pour très peu d'argent, on peut aller partout. C'est plus rapide, je l'ai dit, et moins cher que les voitures hippomobiles. Le tram,
c'est 0,20. En première classe, 0,10 en seconde. C'est-à-dire c'est le même prix que le tramway hippomobile. La voiture à cheval, on l'a dit, entre 1 et 2 francs sont le parcours. Pour une voiture à un cheval. Pour une voiture à 2 chevaux, c'est entre 1 franc 25 et 3 francs le parcours. Donc ça va multiplier les relations entre les diverses parties de la ville. Donc ça va permettre l'animation de la cité et améliorer le commerce centre-ville. Mais les lignes là aussi, supplantées par les autobus de la SBTA, Société Béarnaise des Transports Automobiles, qui succède à la SBTU, Société Béarnaise des Transports Urbains. 31 décembre, fermeture des lignes, 1er juillet, 1er avril. Donc en 1931, les lignes vont fermer et les autobus vont succéder. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on sortait de la gare, au départ, il fallait monter par les lacets. Avant qu'en 1897 soient bâties les routes, vous voyez la gare, les routes avenue de la gare, ici, l'avenue du Bois-Louis, ici, et puis celle qui va monter au boulevard des Pyrénées. Ou bien, il n'y avait avant cela, avant 1997, que le sentier qui montait sur ce qu'on peut appeler la terrasse, qui n'était pas une terrasse. Parce que, avant le boulevard des Pyrénées, toutes les villas, les grandes villas, dont la plupart ont disparu, qui étaient en bordure de ce boulevard des Pyrénées actuel, il y avait des villas de riches, dont les jardins descendaient jusqu'à l'Ous. Et là, il y avait un sentier qui arrivait à monter jusque vers la place Royale. Donc, cet endroit est désertique et désolé. Et on l'a vu, à partir de 1967, que la gare est à son emplacement définitif, qu'est-ce qu'il y a comme moyen disponible? Dans la cour de la gare, vous avez les voitures de place qui ont le droit d'y stationner. Vous avez les riches vacanciers qui peuvent disposer des voitures luxueuses de leurs hôtels, de leurs palaces. Chaque palace a ses voitures, soit automobiles, soit hippomobiles, qui viennent chercher ou amener les clients à la gare. Et à partir de 1897, on a vu l'omnibus à chevaux à partir de la gare, et à partir de 1900, le tramway électrique toujours au départ de la gare. Donc, vous avez vu comment on accède à la ville, soit par les nouvelles rues de 1997, soit par les lacets. Et on se dit que ça ne suffit pas. Alors, on voulait un funiculaire. Il y a eu une dizaine de propositions, plus farfelues les unes que les autres. Une, elle proposait de passer par les égouts. Il avait été certainement bercé un peu trop près du mur. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'il y a eu une rampe mobile. Vous la voyez, la rampe mobile, à l'imitation de la rampe mobile qu'il y avait à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Seulement cette rampe mobile, c'est un photomontage. Elle n'a jamais existé. C'est M. De Torres, un éditeur de cartes postales à Tarbes, qui a fait cette magnifique vue fausse. Et des gens sont persuadés que la rampe mobile existe. C'est faux. Aucun de la dizaine de projets n'a eu de suite. Et bien entendu, ces projets ils sont rendus publics, et la population paloise ne l'en râle jamais, ou presque. Je vous lis quelques-unes de leurs protestations. Nous verrions l'envahissement tumultueux et perpétuel de ce beau plateau par ces groupes sui generis, se disputant les voyageurs et les bagages, les stations prolongées sur la petite Provence de ces industriels du camionnage à bras, les jeux bruyants, les querelles, les cris, les jurements, les mauvais propos, en un mot, tout ce qui se voit en bas, aux abords de la gare, transporté en haut, avec aggravation, sur un espace limité et un lieu privilégié. Qu'est-ce que c'est la petite Provence? Devant l'Hôtel de France, ici, il y a une espèce d'esplanade sur laquelle
sur laquelle viennent se reposer les gens, bavarder les nourrices. Donc, la Petite Provence, c'est cet endroit calme qu'on ne veut pas avoir défiguré par la grossièreté de ces gens dont il est question ici. Il faut dire que la population de ces palaces n'est pas très populaire. Autre remarque, nous ne souffrirons point sans plainte que la place royale soit compromise et déshonorée. Ah, la disgrâce serait trop forte. Imagine. La dernière, la Petite Provence se refuse à abriter des malades, des enfants, des jeunes mères, des nourrissons promenés dans leurs berceaux roulants, ce lieu charmant de réunion tranquille, ce point ravissant de perspectives lointaines, tout cela serait flétri, perdu. On n'a pas peur des mots. Cet avant-projet de funiculaire, il est présenté par M. Bonamy et il est accepté par la municipalité qui se moque pas mal. Mais, nouvelle protestation. Avant, on protestait contre le projet. Maintenant, on va protester contre la réalisation. Je lis. Dans leur enthousiasme légitime et de l'éblouissement fascinateur qui s'empare du voyageur, le plus familier soit-il des merveilles de la nature, à l'aspect fleuri des sentiers qui enlacent des caresses de leurs harmonieuses mais trop rigides sinuosités, l'escarpement célèbre où triomphe la statue du roi populaire qui conquit la France au Béarn, ils ont craint, à leur susceptibilité d'artiste, qu'une armature de fer fit tache parmi les vertes frondaisons. Il faut du souffle pour lire ça parce que le monsieur, il écrivait, il ne prononçait pas. Alors le bruit des travaux et du fonctionnement, ça va gêner les clients de l'Hôtel de France. Ça fait du bruit, surtout les travaux. Après le fonctionnement, il ne faut pas exagérer. Donc, en septembre 1904, le projet, avec l'arrivée actuelle ici, est accepté. Le conseil municipal cède le terrain gratuitement, avec jouissance pour 75 ans, mais au bout de ces 75 ans, il devient propriétaire du tout. En fin de concession, propriétaire. On ne parle pas des recettes. Donc, voilà. Et une nouvelle enquête préfectorale en 1905, nouvelle protestation. On parle de profanation de la beauté, d'une armature de fer tache parmi les vertes frondaisons, et sommement d'une aurore de ferraille suspendue dans les airs. Le conseil municipal s'en moque, le rapport est favorable et le projet adopté. Et en 1908, réception et épreuve. Vous le voyez, ici, c'est pas fini, on est en 1908, et les wagons ne sont pas encore sur les rails. Ces cabines, elles sont construites en bois de teck et elles sont fabriquées par un carrossier palois qui s'appelle M. Souilleux. Donc on part en bas à 178 mètres 60 d'altitude et on arrive à 207 mètres 55, ça fait 29 mètres 95, 28 mètres 95 de dénivelé, ce qu'on devait parcourir à pied. La longueur du parcours c'est 120 mètres, 0,7. La voie fait 1 mètre de large, voie métrique. La voiture 7 mètres 70 de long, 2,20 de large, et elle se déplace à une vitesse de 1,50 m par seconde. Il y a la possibilité de voyage toutes les 2 minutes. S'il n'y a personne, un départ toutes les 10 minutes, ou quand il y a 6 personnes, on part. Donc on peut, en 2 compartiments, mettre 48 personnes. Donc, au maximum, faire 3060 voyageurs à l'heure. L'aller coûte 10 centimes. Aller-retour, 15 centimes. Il y a même un abonnement, 7 francs pour 50 allers-retours. Et il fonctionne, je ne sais pas si aujourd'hui ça serait acceptable, de 5h30 à 22h30. Donc, en février 1908, ouverture de l'exploitation. Voilà l'horreur de ferraille suspendue dans les airs que dénonçaient certains. Ça c'est un peu allégé à l'heure actuelle, là, le dessous là, en ferraille.
Donc bon an mal an, on a 200 000 passagers et plus de 2000 colis. Puis M. Sansery meurt et arrive un administrateur délégué qui, lui, prend les choses un peu à son aise, ne fournit plus, ne répond plus aux demandes, aux lettres recommandées, aux mises en demeure, et il néglige totalement l'installation. Et à l'issue de la Grande Guerre, en 1918, il ne peut plus faire face aux frais de réparation. Et en 1921, il cesse l'activité. Mais comme il n'en a pas informé la mairie, celle-ci demande au préfet de prononcer la déchéance de la concession. Elle est prononcée en 1922. Alors la mairie essaie de remettre en route ce funiculaire qui, vu le nombre de passagers, au moins 200 000 par an, c'est très demandé. Il fixe un prix de vente à 55 000 francs, personne n'en veut. C'est dommage parce qu'en 1923, une année plus tard, il y a un monsieur Gualignon qui l'achète, lui, mais pour 80 000 francs. Il n'est pas hors le sens des affaires, le monsieur. Et il s'engage à exploiter le funiculaire jusqu'à 1980. On est en 1923, jusqu'en 1980. Mais c'est une lente dégringolade, inexorable. Et dans un rapport d'expertise, voilà le texte, ce rapport fait état d'un délabrement complet. Les toitures n'existent plus. L'éclairage électrique ne fonctionne pas. La superstructure des véhicules tombe littéralement en lambeaux. Les entretoises entières ont été transformées en dentelles d'oxyde de fer et n'existent plus. La cage de la machine avec ses boiseries tombant en ruine, ses verreries brisées est dans un état lamentable. C'est tellement lamentable qu'il y a une femme qui a failli se tuer parce que une tôle s'est effondrée sous ses pieds. Bon. Donc le déficit cumulé dépasse les 500 000 francs en 1949 et le concessionnaire lui-même met la ville en demeure ou on l'aide financièrement ou bien il arrête tout. Et en novembre 1951, il cesse l'exploitation parce que les recettes sont insuffisantes. La déchéance est confirmée par le préfet et après, il y a un trou de 2 ans avec une remise en état des installations par la municipalité et le funiculaire fonctionne ponctuellement. Par exemple, en 1954, on va le faire fonctionner pour le Grand Prix automobile, 12 au 13 avril. Bon. Et puis, la concession est donnée à un monsieur Mérillon, en 1954, que les vieux Palois connaissent. C'est un vieux monsieur, assez folklorique, il a une blouse grise, il a ce qu'on appelle une tute, et il souffle dedans pour appeler les clients, pour les faire monter. Et puis sur le ventre, qu'il a proéminent, il a une sacoche en cuir pour toucher le prix du voyage. Ça ne va pas fonctionner bien longtemps, le déficit étant de plus en plus important. En 1978, la ville reprend ça à sa charge, va moderniser les installations, le service municipal est gratuit et son centenaire est fêté en 2018. Je vous remercie de votre attention.